mesdames et messieurs. Je vois que vous êtes encore dans la pause de midi et moi aussi, j'ai mené de nombreuses discussions lors de cette pause de midi. Donc, je vois qu'il y a un certain besoin de rattrapage pour les discussions, de pouvoir échanger avec des personnes face à face. J'espère que vous en avez eu l'occasion. Et comme je l'ai dit, cet après-midi, vous aurez aussi la possibilité de le faire durant la pause. Nous passons au deuxième bloc thématique dédié à l'embedded finance et à l'open banking. Vous n'avez pas entendu ce terme pour la première fois, bien évidemment, une petite introduction. En fait, dans un cycle économique, d'un côté, il existe le flux des services et des marchandises, et ensuite, vous avez aussi le flux financier. Et vous l'avez entendu dans l'exposé de M. Kneissler, vous avez vu ce graphique avec les différents écosystèmes. Dans chacun de ces écosystèmes, il est question de prestations financières. Pas en tant que telles, mais pour ce qui concerne la manière dont on paye. C'est intéressant, en particulier aussi pour les grandes entreprises. J'en prends pour exemple Apple, que vous connaissez toutes et tous. Apple a introduit l'Apple Card il y a un certain temps. Donc Apple avait dit qu'il ne souhaitait pas devenir une banque, mais qu'il souhaitait améliorer la fidélisation de la clientèle. La fidélisation de la clientèle est déjà très importante aujourd'hui, mais ils voulaient intégrer une option de paiement. Ils ont décidé de collaborer avec une banque, Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs, qui auparavant n'était pas du tout active dans les opérations clients privés, c'était surtout une banque d'investissement. Et désormais, en fait, Goldman Sachs a des difficultés en fait à miser sur l'activité, sur leur cœur d'activité. Donc Apple était à la recherche d'une banque qui pouvait leur proposer les prestations souhaitées, et ça semblait être intéressant. Et s'agit-il d'une question purement américaine ou peut-on traduire cela à l'Europe aussi? Avec Solaris, nous avons un exemple qui a évolué de manière analogique à cela et qui a développé ses activités fortement. C'est un plaisir de pouvoir accueillir Jens Lütke, qui est General Manager de la banque Solaris en Allemagne. Et j'ai entendu lors du repas de midi que tu as travaillé chez Glarner et chez Bluecoat, donc il connaît quelque chose pour ce qui est des systèmes de paiement. Et tu vas t'exprimer sur le sujet suivant, Unbundling Embedded Finance. À toi la parole et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup de cette invitation. Je vais vous parler d'Embedded Finance, des services financiers intégrés. Je vais aussi parler de résultats d'un sondage que nous avons réalisé l'année dernière. Un sondage qui démontre très bien comment le sujet des services financiers intégrés évolue et peut aussi évoluer à l'avenir. Je m'appelle Jens Lütke. Je suis responsable des affaires de Solaris en Allemagne depuis le mois de mai de cette année, mais cela fait depuis longtemps que j'évolue dans l'environnement bancaire, des paiements, etc. J'ai été un des cofondateurs du versement immédiat. Il s'agissait là en fait du Payment Initiation Service en anglais. Et cela a à voir aussi avec le sujet de l'open banking. À l'époque, nous opérions à une époque où en fait le DPS2 n'existait pas encore. Et en fait, il s'agissait là en fait de la base de notre activité. Et ensuite, j'ai aussi été CEO et CFO d'une entreprise que nous avons vendue à Klarna, le système de recouvrement, où j'ai occupé différents postes aussi. Et en dernier, j'ai été Deputy CEO chez Bluecoat, un prestataire de paiement mobile que l'on pourrait comparer à Twint. Il y a également un projet d'interopérabilité avec Twint et Bluecoat. Et la seule différence, c'est que Twint appartient aux banques suisses, alors que Bluecoat en fait est indépendant des banques et coopère avec celles-ci, principalement en Allemagne et
en Autriche. Je travaille depuis le mois de mai de cette année chez Solaris. Donc, nous sommes établis en Allemagne depuis 2016 et en fait, notre modèle d'affaires, c'est Banking as a Service. Cela signifie que nous permettons à des acteurs qui ne disposent pas de licence bancaire ou de licence bancaire suffisante à proposer des produits qui font l'objet d'une licence. Nous leur permettons d'utiliser notre licence et en fait, ils ont leur propre marque vis-à-vis du client. Nous opérons plutôt dans l'ombre si l'on veut. Nous répondons et correspondons aux exigences juridiques et réglementaires. Nous proposons des solutions en back-end. Cependant, le front-end est surtout géré par nos partenaires. Un élément qui est peut-être intéressant, et là ça va en direction d'Apple Pay, donc c'est l'exemple qu'on connaît le mieux concernant les services financiers intégrés, l'embedded finance, et concernant la terminologie, eh bien Solaris au début en fait a collaboré beaucoup avec des fintech, donc des entreprises qui ne disposaient pas de licence bancaire mais qui se concentraient sur l'activité bancaire. Il y a des exemples comme certaines néobanques, Vivid ou Tomorrow en Allemagne, dans le domaine B2C ou B2B comme Penta peut-être, Cultis ou d'autres fintechs qui proposent des solutions de financement dans le domaine des crypto-monnaies et autres. Ça, c'est un des piliers d'activité de Solaris. C'est ainsi que nous avons commencé. Et ensuite, en 2016-2017, il y avait un moins grand besoin d'embedded finance, comme c'est le cas aujourd'hui. Et le deuxième grand pilier, ce sont les services financiers intégrés. L'objectif est de proposer à des entreprises qui ont un tout autre domaine d'activité de pouvoir proposer nos produits à celles-ci et qui ont donc un besoin en services financiers intégrés. C'est ce que nous appelons aussi l'embedded finance. Et on parle aussi en fait de banking contextuel car en fait nous rattachons les services financiers là où les processus commerciaux se réalisent. C'est un développement, nous l'avons observé ces dernières années, qui a grandement progressé et ce n'est pas un hasard car une des conditions pour l'embedded finance, eh bien, c'est ce rattachement sans friction à des processus. Cela fonctionne mieux avec la numérisation que c'était le cas auparavant. Et j'ajouterai que le sujet de l'embedded finance, de son idée de base, ce n'est rien de très nouveau. Un exemple qui vient d'Allemagne, ce sont les différentes banques. Certaines banques en Allemagne, on peut très bien comprendre en fait comment certaines entreprises ont décidé de proposer des prestations financières. Donc, il s'agit de banques liées à l'automobile, donc qui permettent de financer l'achat d'un véhicule. Et la banque, en fait, permet de conseiller aux clients de prendre plutôt la BMW 3 plutôt que 5, par exemple. Et il s'agit de cycles financiers, donc on le voit aujourd'hui. Donc les critères des banques sont devenus plus sévères, aussi au vu de la récession, entre autres. Et en fait, peut-être que l'objectif en fait d'un commerçant est totalement différent. On peut aussi prendre l'exemple de l'industrie automobile. Pour le moment, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de véhicules, il y a des problèmes de livraison, de chaîne d'approvisionnement, et cela mène en fait à la situation suivante. Donc du côté financement des véhicules, en fait, cela permet donc de trier la clientèle aussi et aussi de répondre à leurs besoins. Et dans des périodes où il y a des problèmes, de vente, en fait, on facilite en fait les conditions d'accès au financement pour convaincre le grand public d'acheter des véhicules. Et selon la conjoncture, eh bien, ces conditions peuvent être modifiées. Et en lien avec le commerce en ligne, la numérisation, c'est une thématique qui est devenue toujours plus importante. Et désormais, je souhaite partager avec vous quelques observations que nous avons faites sur le marché. Donc, concernant la situation initiale, ici, vous avez une situation de la capitalisation de marché des 5 plus grands acteurs dans le domaine des banques, des prestataires de paiement et des fintech. Et vous voyez en fait qu'il y a un recul en fait
Au niveau des banques, il y a toujours plus en fait de fintech et aussi d'autres prestataires de paiement qui gagnent en part de marché. C'est un phénomène que nous avons toujours plus observé ces dernières années, ces 2 dernières années en particulier. Et nous observons que des grandes marques qui ne viennent pas du domaine financier eh bien, se pressent au portillon et essayent de proposer des produits financiers. Un exemple, Walmart avec Walmart Pay qui essaye de proposer des services de financiers avec Goldman Sachs. Ensuite, Ikea qui propose une carte de crédit Visa via la banque Icano et aussi qui propose donc des solutions de cashback et de rabais également. Et ces acteurs essayent de mettre en avant leurs propres services financiers, ce qui leur permet d'augmenter leur marge aussi. Un autre exemple, Lidl Pay, qui a été lancé l'année dernière et qui a grandement fait augmenter en fait les phases d'utilisation et ce dès le début. Nous avons décidé début 2021 en fait avec l'Institut de recherche du Handelsblatt d'organiser un sondage car nous avions observé ce phénomène aux États-Unis. Des études ont été faites sur le sujet, mais en Europe, les chiffres manquaient à ce jour. Concernant cette enquête, nous nous sommes concentrés sur le commerce en ligne, donc 21 acteurs importants du domaine du commerce en ligne en fait ont été interrogés et l'objectif c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que les consommateurs sont enclins à utiliser des services financiers proposés par des acteurs qui ne sont pas des banques. Pourquoi avons-nous décidé de miser sur le commerce électronique? Je l'ai déjà dit auparavant, donc les services financiers intégrés ont une plus grande possibilité de gagner des parts de marché là où la numérisation est assez avancée, où les produits ou les processus clientèle sont développés. Dans le domaine du commerce en ligne, c'est là que nous avons les plus grands développements. Et nous avons aussi mené un autre sondage qui a été étendu à d'autres prestataires dans ce domaine-là. Et si vous regardez les résultats de cette étude, vous voyez la chose suivante. Les questions ont été regroupées et formulées d'ordre général, à savoir est-ce que vous ouvririez un compte d'un tel acteur non bancaire? Est-ce que vous utiliseriez la carte de crédit d'un acteur non bancaire? Ou alors est-ce que vous utiliseriez des produits qui permettent un paiement échelonné? Et vous voyez que les réponses sont assez différenciées. Et ce que l'on voit, c'est chaque cercle, en fait, représente un acteur. Donc, c'est 28,2%, c'était Amazon. Nous, là, où 28,2% des personnes ont dit qu'elles pourraient envisager d'utiliser un compte Amazon. En bleu foncé, vous avez la valeur médiane et en bleu clair, en fait, vous avez la valeur donc la plus faible qui a été obtenue par chaque acteur dans ces catégories. Vous voyez que ces valeurs ne sont pas petites, qu'on peut facilement obtenir en fait des taux de conclusion à 2 chiffres. Cependant, il existe des situations différentes selon ces différents acteurs. Je pense qu'en fin de compte, tous les commerçants de détail ne proposeront pas des produits financiers, mais ce qu'il se produira très certainement, et on le voit aussi dans le commerce en ligne, qu'il y a une concentration sur certains acteurs qui ont une certaine part de marché, qui ont une certaine fidélisation de la clientèle et qui sont ensuite en mesure de proposer des prestations supplémentaires. Dans cette enquête, nous avons observé une corrélation intéressante. Les prestataires qui ont une satisfaction client élevée et également un taux en fait de fréquence élevée, donc des prestataires chez qui les clients reviennent régulièrement, cela a mené en fait que les clients étaient le plus propices en fait à utiliser un produit financier. Si vous regardez les détails dans le domaine des comptes, vous voyez qu'Amazon est tout au début, suivi de près par Lidl et DM. Dans le domaine des cartes de crédit, c'est à nouveau Amazon qui
qui remporte la première place, suivi par MediaMarkt et IKEA. Ça aussi, c'est intéressant. Là, des prestataires différents s'affichent, car lorsque les paniers d'achat sont plus grands, eh bien, on utilise plus facilement la carte de crédit, alors que pour le commerce de détail, c'est moins le cas. Donc, c'est intéressant que ces réponses aient été différenciées. Donc, les personnes qui ont répondu n'ont pas uniquement répondu selon leurs habitudes, mais selon leur volonté à utiliser ces services. Et pour ce qui est des paiements échelonnés, vous n'avez plus Amazon en première place et on retrouve en fait des prestataires qui ont des valeurs de panier d'achat élevées. Donc, Auto, c'est surtout dans le domaine du mobilier et c'est le deuxième plus grand prestataire de commerce en ligne derrière Amazon. Ensuite, vous avez encore MediaMarkt et IKEA. Donc, ce sont des résultats très intéressants. Et ce que nous observons par ailleurs, c'est qu'il y a des différences selon les tranches d'âge. Plus ces personnes sont jeunes, plus elles peuvent envisager à utiliser des produits financiers d'acteurs non bancaires. Il y a des résultats d'une autre étude que nous publierons bientôt, où les résultats ont démontré que, en fait, nous avons étendu ces sondages à des prestataires plus classiques, comme l'ADAC, qui est l'homologue du TCS en Suisse. Là, les répartitions selon les tranches d'âge sont différentes. Donc, ce sont surtout les groupes plus jeunes qui utiliseraient ces services. Ensuite, quelles sont les raisons, quelles sont les motivations des grandes entreprises à devenir actives dans le domaine financier? Vous pouvez générer un revenu supplémentaire et cela vous permet également de fidéliser davantage la clientèle et d'augmenter aussi l'image de la marque. Donc, il ne s'agit pas uniquement de faire un chiffre d'affaires supplémentaire avec ces produits financiers. Il s'agit également que, grâce à ces produits financiers, que vous puissiez vendre davantage. Et vous avez aussi la possibilité, en fait, de faire un certain pilotage et via des services financiers bon marché, en fait, de permettre à un public cible d'acheter des produits qui seraient peut-être plus chers que ce qu'ils achèteraient autrement. De plus, les données clientèle sont très intéressantes. Donc, ces grands prestataires obtiennent déjà des chiffres en fait sur les habitudes de consommation et grâce à ces services financiers, des données supplémentaires peuvent être obtenues. Le revenu, par exemple, s'il s'agit d'évaluer la solvabilité financière de la clientèle. Tout cela peut être très utile car cela me permet en tant qu'entreprise à savoir quel est le budget de ma clientèle et je peux cibler l'offre de produits. De plus, ces entreprises, grâce à ces données supplémentaires en fait, qui viennent en fait du domaine du spended habit, si toutes ces données peuvent être combinées, les produits financiers peuvent être développés sur mesure sur certains groupes de clientèle, contrairement à ce que peuvent faire des banques traditionnelles qui ne disposent pas de certaines informations. Et en fin de compte, les entreprises ont deux possibilités d'aborder ces services financiers intégrés. Donc, ils peuvent demander eux-mêmes une licence bancaire. Cela requiert cependant un capital de base très important. De plus, les exigences réglementaires sont élevées. Il y a certains acteurs, en particulier si ce sont des entreprises détenues par des familles, en fait, elles ne peuvent pas le réaliser au vu des exigences réglementaires. Mais c'est quelque chose de tout à fait réalisable donc pour les grandes entreprises, en particulier les banques dans le domaine automobile, par exemple en Allemagne. Cependant, tout cela est lié à un délai d'attente élevé. Cela prend 18 à 18 mois au minimum. Et en Allemagne, ce que nous observons lors de l'octroi de licences, il s'agit plutôt de 24 mois et plus. Donc, le groupe automobile, en fait, avait décidé de ne plus
demandé une licence bancaire entière, mais ils avaient dû attendre en tout cas 28 mois jusqu'à ce que cette licence puisse être obtenue. Donc le groupe Otto, en fait, a vraiment dû attendre longtemps, malgré tout. Donc ça peut être un désavantage, mais nous verrons aussi ces options sur le marché, j'imagine. Et si l'on parle du contexte d'Apple, par exemple, est-ce que ces possibilités sont utilisées simplement comme tremplin pour développer encore la chaîne de création de valeur? Ou alors, est-ce que ces entreprises attendent d'avoir le volume nécessaire pour demander une licence bancaire? Ou alors, eh bien, il y a tous ces processus de contrôle des propriétaires également. Il y a des raisons qui peuvent peut-être faire en sorte que ces entreprises ne décident d'opter, de renoncer à une licence bancaire. Et il se peut également que cela ne vaille pas la peine. Quoi qu'il en soit, bien sûr que les banques ne disparaîtront pas suite à ces évolutions, mais peut-être qu'elles joueront un autre rôle à l'avenir. La relation directe avec la clientèle sera peut-être perdue à cause de l'arrivée de ces intermédiaires et peut-être qu'elles entreront davantage dans le rôle du fournisseur et elles seront peut-être plus facilement interchangeables. Et l'autre option, et c'est une priorité pour Solaris, nous avons décidé en fait de proposer des services pour pouvoir collaborer avec des partenaires. En Europe, nous sommes le leader pour ce qui est de ces propositions. Nous collaborons avec des fintechs, mais aussi avec des grandes entreprises de technologie, mais aussi d'autres banques pour lesquelles nous proposons des prestations de services. Dans le domaine des entreprises, il y a Samsung, par exemple, avec lesquels nous avons développé une collaboration, mais il y a aussi BP, entre autres. Et nous constatons à l'heure actuelle que l'intérêt devient toujours plus grand. Et il y a 3 entreprises de grande renommée qui sont en train de faire l'onboarding chez nous. Je ne peux pas dévoiler leur nom, mais ces prestataires de services viennent du domaine de la mobilité. Et ces entreprises souhaitent proposer des prestations financières à leurs clientes et clients. Et si j'approfondis encore un peu pour Solaris, nous nous voyons comme entreprise technologique qui dispose d'une licence bancaire. Et vous revoyez aussi cela dans la structure de nos collaboratrices et collaborateurs. Plus de 45% ont une formation dans le domaine de la technologie. Nous avons plus de 750 collaboratrices et collaborateurs. Nous disposons d'une licence bancaire allemande. Nous pouvons agir dans toute l'Europe et nous avons décidé, en plus, de ouvrir une succursale en Italie, en France, entre autres. Cela nous permet de proposer des IBAN nationaux aussi. Et il y a Contis qui fait partie du groupe Solaris, donc Conti qui dispose d'une licence IBAN en Lituanie et en Grande-Bretagne, et cela nous permet de continuer à opérer sur le marché britannique. Et il faut dire que la situation s'est compliquée avec notre propre licence depuis le Brexit. Nous avons plus de 90 partenaires à l'heure actuelle. Et j'ajouterai encore qu'il y a certains partenaires de très grande taille et d'autres plus petits partenaires donc qui datent de nos débuts, certaines fintechs. Mais si je pense à des fintechs comme Vivid, par exemple, qui ont plusieurs millions de comptes, eh bien, ces partenaires se sont grandement développés aussi avec nous. Et autre élément intéressant du point de vue des investisseurs, donc nous avons des investisseurs dans le domaine financier classique, mais nous avons donc une BAMRO ou une BBVA, et bien ce sont des banques classiques en fait qui suivent ce développement avec beaucoup d'intérêt, ou même Visa qui a décidé d'investir l'année dernière ou celle d'avant. Concernant notre organisation, eh bien, nous avons une approche B2B2X, donc nous-mêmes. En fait, nous sommes présents sur le marché de manière juridique vis-à-vis du client, mais nous proposons les systèmes de back-end et non de front-end. Et B2B2X
Eh bien, c'est notre devise, car nos partenaires, en fait, s'adressent à leurs clients finaux. Là, on parlerait B2B2C, ou alors il y a des entreprises commerciales, qui s'adressent à leurs partenaires. À ce moment-là, ce serait un B2B2B. Et autre élément intéressant, j'ai dit que le front-end n'est pas toujours chez nous. Et là, on a un cas très important où nous proposons même le front-end. Et je pense qu'au niveau du développement, ce sera quelque chose d'intéressant à observer. Et c'est aussi en lien étroit avec les services financiers intégrés. Et pour les entreprises de FinTech, eh bien, elles se sont différenciées grâce à cela. Et leur atout, en fait, c'était de proposer une bonne expérience d'utilisateur. C'est ce qui a mené au fait qu'en tant que client, eh bien, je vais peut-être chez des banques Finom mais pas Penta, car l'expérience utilisateur est meilleure. Après, il faut aussi dire qu'il y a des situations économiques différentes aussi au niveau de l'offre de produits. Et pour les grandes entreprises, ce que nous observons, c'est qu'il y a un toujours plus grand intérêt de proposer des services financiers intégrés, mais les entreprises nous disent régulièrement en fait qu'elles ont besoin du front-end également, donc qu'elles ne sont pas expertes dans ce domaine d'activité. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous avons décidé de faire un sondage sur le commerce en ligne. Et là, il y a des entreprises qui décident de proposer le front-end, mais si vous êtes dans des activités plus traditionnelles, plus classiques, dans le domaine de la mobilité, par exemple, il y a certains acteurs sur le marché qui ne proposent pas ces compétences, qui n'ont pas les ressources pour proposer un front-end et qui ont donc besoin de ces solutions de front-end qui seraient donc proposées par nous-mêmes. Donc nous avons un premier partenaire pour lequel nous allons proposer ces prestations front-end, mais je ne pense que ce ne sera pas le dernier. Il va vraiment y avoir un décalage aussi au niveau de ces services financiers intégrés. Et notre plateforme propose donc des services bancaires numériques, surtout des comptes. Ensuite, il y a la thématique des cartes, des paiements, des financements, des prêts, des crédits, ce que nous résumons sous Digital Lending. Et ensuite, il y a aussi une plateforme Digital Assets. Là, il s'agit aussi de la gestion de valeurs numériques qui ont besoin d'une licence séparée en Allemagne, comme aussi l'intermédiation numérique. Et ce que nous proposons également, c'est des services que nous vendons à des grandes entreprises. Ce sont des solutions Know Your Customer, mais souvent c'est en combinaison avec d'autres solutions. Si j'ouvre un compte, eh bien, je dois respecter les exigences pour ce qui est de la solvabilité de la clientèle, entre autres. Je vous ai amené quelques cas pratiques. J'ai déjà dit que nous avons un grand partenariat avec Samsung, donc Samsung Pay. Donc cela ressemble à Apple Pay et Samsung Pay en fait a décidé de ne pas enregistrer des cartes étrangères. Ceci est aussi dû au fait que Samsung passe par le système Google Pay. Il s'agit là de proposer une carte qui juridiquement est détenue par Solaris, mais qui est émise par Samsung. Cette carte me permet ensuite de faire des paiements de manière analogique à Apple Pay. De plus, le tout a été agrémenté par la possibilité Split Pay, à savoir les paiements échelonnés. Un autre exemple intéressant, CarNext, qui est une plateforme de vente de véhicules d'occasion. Et l'idée, c'est que si quelqu'un achète son véhicule d'occasion en ligne, pourquoi ne pas pouvoir aussi conclure cet achat en ligne? Pourquoi devoir passer à la banque d'abord pour clarifier les options de financement? À ce moment-là, eh bien, le véhicule ne sera même plus disponible sur la plateforme de véhicules d'occasion. Et la solution proposée ici, c'est une solution de financement de bout en bout qui a été intégrée,
qui est proposé par nous-mêmes. Donc, on peut faire une évaluation de la solvabilité du client et aussi du déclenchement du paiement. C'est un très bon exemple qui démontre aussi le potentiel de croissance dans ce domaine-là. Pour le moment, de nombreux véhicules sont vendus en ligne. C'est un domaine intéressant. Donc, lorsqu'on en parlait il y a 10 ans, eh bien, à savoir est-ce que l'on vendrait des véhicules en ligne, on pensait que ça ne se produirait pas. Et auparavant, eh bien, on avait le même discours tant pour les meubles et les chaussures, et désormais la situation est différente. Il y a des plateformes qui tirent très bien leur épingle du jeu. Désormais, il y a la possibilité du financement aussi. Et je pense que ces 10-20 prochaines années, la part de véhicules vendus en ligne va encore augmenter. Je ne pense pas que nous atteindrons les 100%, mais ce sera peut-être 30-40% de la part de marché. Et à ce moment-là, il deviendra d'autant plus important de proposer des services financiers intégrés qui permettent de répondre aux besoins du client. Un autre exemple qui vient du domaine FinTech, c'est la banque Tomorrow. Et c'est un exemple intéressant car celle-ci opère dans un domaine de niche. Au vu des derniers développements, ce n'est plus un produit de niche aujourd'hui, mais l'objectif était aussi de se concentrer sur la durabilité. C'est pour cela que la carte de débit est en bois, entre autres. Et cette banque essaye d'occuper un espace de niche et c'est d'autant plus facile si cette licence bancaire, eh bien, je ne la détiens pas exclusivement pour moi-même, mais si je la partage avec d'autres entreprises. Et cela permet à la banque, en fait, d'acheter des prestations chez Solaris là où elles sont nécessaires. J'en viens à notre vision, c'est de créer un monde dans lequel les services financiers, en fait, sont complètement synchronisés avec la vie réelle. Et ce, sans interruption. Vidéo en anglais qui ne sera pas traduite. Essential part of life. Traditional banks are not. We believe banking should be freed from brick walls and paperwork. Any company should be able to offer financial services as part of their customer experience. Time to redefine banking. This is our vision, to create a world where financial services seamlessly sync with life. We are Solaris. Voilà pour un aperçu concernant les services financiers intégrés. Et si je reviens au début de ma présentation où j'ai montré l'évolution de la capitalisation de marché ces 10-12 dernières années. Vous voyez que les banques traditionnelles ont perdu du terrain, les fintech et les autres acteurs ont pris une part de marché plus importante. Notre hypothèse, c'est que les entreprises, les grandes entreprises vont vouloir devenir actives dans ce domaine. Là aussi, ce ne sera pas tout ou rien, mais ce sera certains domaines dans lesquels certains acteurs vont se développer, vont devenir plus présents. Et il faut aussi dire que Apple Pay, c'est une des thématiques qui est très actuelle ou que l'on observe beaucoup. Surtout que Apple Pay a lancé sa propre carte et ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que cette carte qui est proposée aux États-Unis sera aussi proposée en Europe. Donc avec Goldman Sachs, Apple a aussi développé une option Buy Now, Pay Later. Donc nous voyons que toute la thématique a pris une certaine dynamique et je pense qu'il y aura toujours plus d'acteurs dans ce domaine. Cependant, ces acteurs devront tout de même disposer d'une licence bancaire. Et c'est pour cela que les entreprises disposant d'une licence bancaire ne disparaîtront pas, mais leur rôle va éventuellement changer. Et nous verrons quels sont les acteurs qui réussissent. Peut-être des acteurs qui viennent de l'extérieur au bout de 10-15 ans, eh bien, ils vont peut-être décider en fait de demander leur propre licence bancaire si ces entreprises ont du succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lütke. Je vous invite à me rejoindre.
Thomas, y a-t-il des questions? Oui, il y en a, dit Thomas. Première question. Quel a été le principe de base? Pourquoi la banque Solaris a-t-elle décidé de se positionner de cette manière-ci et pas comme un institut classique de crédit? En fait, c'était l'idée de base, effectivement. Tout au début de l'activité de Solaris, en fait, on réfléchissait à l'embedded finance, en collaboration avec Nordse, entre autres, et on s'est rendu compte que ce domaine fintech était ouvert à ce genre de solutions. Et en guise d'information, le PDG à l'époque qui avait fondé Solaris, je le connais très bien. Et lorsque je travaillais encore dans les versements immédiats, je travaillais dans une autre banque pour soutenir en fait ces paiements immédiats. Et nous avons constaté que si une banque se positionne pour une application de niche, en fait, on se rend compte que les exigences réglementaires, etc., rendent la vie difficile à ces entreprises et qu'il est difficile d'être rentable. Et l'idée d'un des collaborateurs qui travaillait dans ces paiements immédiats et qui a aussi confondé, Solaris avait proposé en fait l'idée de nous positionner ainsi. Merci beaucoup. J'essaye de résumer les questions suivantes, dit Thomas. Je crois que l'exposé a eu un fort impact, donc il y a un très grand intérêt sur les possibilités d'une collaboration aussi. Est-ce qu'il y a une solution de marque blanche, par exemple, où l'on peut peut-être aussi devenir actif en tant que banque dans ces domaines de niche et au niveau des entreprises, quelles sont les possibilités de collaboration? Réponse, au niveau des entreprises, je crois que nous répondons à de nombreuses exigences. Donc, dans le domaine des fintech, il faut par exemple avoir minimum 50 collaboratrices et collaborateurs, sinon il sera difficile de répondre à toutes les exigences. Mais pour la plupart des entreprises, elles répondront à cette exigence-là. Et la question se pose aussi de savoir quel est le positionnement sur le marché, quels sont les positionnements sur le marché, qu'en est-il de la fidélité de la clientèle et quels services je souhaite proposer. Pour ce qui est des solutions de marque blanche, nous les proposons de manière générale. Il faut faire la part des choses. Donc, nous faisons la différence entre banking as a service et platform as a service. Nous travaillons aussi dans ce domaine-là. Et là, il s'agirait aussi de mettre à disposition la plateforme, les processus, la technologie back-end, de pouvoir proposer ces prestations à des prestataires qui disposeraient d'une licence bancaire. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, car en fait, le tout passait par notre bilan. Donc, la collaboration que nous avons avec des banques aujourd'hui déjà est la suivante. Donc, ce sont des prestations en marque blanche, mais en sous-jacent, en fait, cela passe par notre propre bilan. Ou alors, il s'agit de solutions dans le domaine KYC, Know Your Customer, où un produit est acheté à l'externe, par exemple. Mais là aussi, des solutions de marque blanche sont possibles. Et dernière question, et il s'agit là d'un compliment adressé à la banque Solaris, qui est la suivante. Quand pourrons-nous vous souhaiter la bienvenue en Suisse? Réponse, donc avec l'Italie, l'Espagne, la France. Eh bien, en l'espace d'une année, nous avons décidé d'agir sur 3 pays supplémentaires. Donc, nous ne créons pas une nouvelle banque dans chaque nouveau pays, mais à chaque fois que vous établissez une succursale, il faut répondre à toutes les exigences réglementaires locales. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, que tout serait harmonisé dans l'Union européenne, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc là, nous avons fait nos apprentissages en la matière. Et pour le moment, nous ne pouvons pas vous donner de date exacte, mais bien sûr que la Suisse est un marché très intéressant pour nous. Merci beaucoup et un grand applaudissement pour Jens Lütke, s'il vous plaît.